Nous voici dans la troisième et dernière partie de cette deuxième lecture du cours de PPEM. Nous avons vu précédemment les API de programmation PaceRed et OpenMP, qui sont les deux API les plus couramment utilisées dans l'industrie aujourd'hui pour faire de la programmation parallèle simplement. Cette troisième partie s'intéresse à quelque chose d'un peu plus prospectif, que sont les modèles de calcul flux de données, des data flow mocks. Il s'agit ici de vous présenter ce qui va arriver prochainement, on le pense, du point de vue de la programmation parallèle, et vous allez voir que on va s'intéresser à des modèles de calcul parallèles, et on va essayer de vous montrer pourquoi c'est intéressant de prendre cette direction dans le futur. Alors, commençons tout d'abord par les modèles de calcul flux de données. Qu'est-ce que c'est? L'origine de ces modèles de calcul flux de données, eh bien, il vient tout simplement des blocs diagrammes qu'on a vus en introduction du cours précédent. L'idée, c'est qu'un programme peut facilement être représenté par un schéma dans lequel des blocs, qui représentent les calculs, communiquent des données via des flèches. Et donc l'idée, qui n'est pas nouvelle, eh bien c'est, est-ce qu'il ne serait pas possible, à partir d'un dessin de l'application sous ce format-là, est-ce qu'il ne serait pas possible de compiler directement le programme, pour l'exécuter depuis le dessin? C'est une idée qui a commencé à germer dans les années 60 avec le Bloody Compiler. Alors à l'époque, il faut se rappeler qu'on était un peu à la préhistoire de l'informatique moderne, les programmes se représentaient par des fiches cartonnées avec plein de petits trous dedans. Comment ça fonctionnait? Eh bien, c'était pour faire des calculs de traitement de signal. Le développeur, qui n'était pas un programmeur, allait faire son dessin de son algorithme de traitement de signal avec un schéma bloc comme celui qui vous est présenté ici. Ensuite, en respectant des règles bien précises, à chacun des blocs standards qu'il avait utilisés dans son schéma bloc, et en respectant un ordre donné par la lecture du dessin, il allait prendre la fiche cartonnée correspondant à ce bloc et la donner à l'ordinateur, les unes après les autres. De cette manière-là, l'ordinateur était capable de comprendre la structure du programme et de l'exécuter. Voilà. Et donc c'est véritablement l'ancêtre des modèles Dataflow, où on peut être capable d'exécuter un graphe. Alors, depuis, bien évidemment, on a fait énormément de progrès, et on va s'intéresser peut-être au modèle Dataflow le plus courant, le plus connu, qui est le CAN Process Network. Le CAN Process Network, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle de calcul qui permet de représenter des applications. Ces applications, elles sont représentées par un ensemble d'acteurs, qui vont être représentés dans mes slides par des rectangles, et ces acteurs possèdent des ports de données, des ports d'entrée en vert et des ports de sortie en rouge. L'idée, c'est que chaque acteur ici va représenter un processus un programme, une fonction qui va s'exécuter continuellement et qui va avoir la possibilité de recevoir des données sur ses entrées et de produire des données sur ses sorties. Afin de faire transiter les données entre les différents acteurs, on va avoir des flèches qui vont en fait correspondre à des first in, first out queues, donc des fils premier arrivé, premier sorti, qui vont permettre de transférer les données d'un acteur à un autre. Les données dans les modèles Dataflow sont représentées par ce que l'on appelle des tokens, des jetons de données, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un acteur va produire des données, il va produire un certain nombre de jetons. Chaque jeton va lui-même correspondre à un type de données déterminé. Par exemple, un jeton, ça peut être une valeur entière, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus complexe, comme une image ou une matrice. Alors, dans le CAN Process Network, comment est-ce que l'application va s'exécuter? Eh bien, les nombres de jetons, le nombre de données qui vont être produites ou consommées par un acteur, eh bien, sont déterminés par le code qui se trouve à l'intérieur de l'acteur, le processus qui est exécuté continuellement à l'intérieur de l'acteur. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à chaque fois qu'un acteur va chercher à lire une donnée dans une FIFO, c'est-à-dire il va dire « je veux lire un jeton dans telle entrée », eh bien cette opération sera bloquante. Ce que ça veut dire, c'est que tant qu'un jeton n'est pas disponible dans cette entrée-là, l'acteur va attendre qu'un jeton arrive. Il ne pourra faire rien d'autre, le processus va se bloquer. Cette condition, elle est très importante, on verra dans quelques instants pourquoi, parce qu'elle permet d'assurer le déterminisme de ce modèle de calcul.
Et on va présenter ça dans les détails. Le déterminisme, pour rappel, c'est même stimuli, même entrée dans mon processus, égale même sortie dans mon programme. Allez, voici un premier exemple de CAN Process Network. Ici, je vous ai présenté un acteur, l'acteur sort, et le code en dessous, eh bien, c'est le code qui va être exécuté de manière itérative pour exécuter l'acteur. Donc comment il fonctionne? Eh bien, je vais tout simplement à la première ligne aller lire une donnée sur l'unique entrée de mon acteur. Ensuite, je vais regarder la valeur que je viens de lire sur cette entrée. Si c'est une valeur paire, je vais la faire sortir sur ma première sortie, je vais l'écrire sur ma première sortie. Si c'est une valeur impaire, je vais l'écrire sur ma deuxième sortie. Donc on va regarder comment ça se passe. Je vais lire une première donnée. C'était une valeur impaire, je vais l'écrire sur ma deuxième sortie. Je vais lire la deuxième donnée, c'est une valeur paire, je la fais sortir sur ma première sortie. Etc., etc. Je vais pouvoir consommer comme ça mes jetons de données un à un et les écrire sur ma sortie. Voici un deuxième exemple d'acteur. Cette fois-ci, j'ai un acteur qui s'appelle interleave, qui a 2 entrées et une sortie. Et cet acteur, il fonctionne avec le code qui est indiqué en dessous. Il va alternativement aller lire une donnée sur sa première entrée, l'entrée A, puis à l'exécution suivante, ce sera sur l'entrée B, puis A, puis B, et les 2 dernières lignes de code de mon processus me disent que, eh bien tout simplement, cette valeur qui a été lue, elle va être écrite sur la sortie. Comment ça fonctionne donc? Eh bien, je vais commencer à lire une donnée sur mon entrée A, je prends le jeton avec la valeur 2 et je le mets sur ma sortie. Puis je vais lire le jeton avec la valeur 3, je le mets sur ma sortie, le jeton valeur 6, le jeton valeur 5, puis je vais tenter de lire une donnée sur ma première entrée, mon entrée A, je n'ai pas de jeton disponible, les lectures sont bloquantes, donc mon processus interleave va bloquer, il va attendre qu'un nouveau jeton lui parvienne sur cette entrée A pour continuer son exécution. En attendant, il ne fera rien d'autre. D'accord? Et cela me permet d'assurer le déterminisme de mon processus. Alors, pour mieux expliquer cela, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passerait si je n'avais pas le déterminisme. Pour enlever ce déterminisme, je vais changer de modèle de calcul. J'étais sur le CAN Process Network, le KPN, je vais passer sur le Dataflow Process Network. C'est un modèle de calcul qui est quasiment identique. La seule différence, c'est que ce modèle n'est pas déterministe, et cette seule différence, eh bien, en fait, c'est tout simplement que les lectures sur les ports d'entrée peuvent ne plus être bloquants. Et donc, un acteur peut choisir ou non de consommer des données sur un port d'entrée en fonction d'aléatoire, en fonction de son état interne, ou en fonction du nombre de tokens qui sont disponibles dans cette FIFO en entrée. Alors, on reprend notre exemple précédent. J'ai changé le code de mon processus en utilisant cette nouvelle capacité, c'est-à-dire en utilisant le fait qu'une lecture n'est plus forcément bloquante. Qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Eh bien, j'ai rajouté un timeout, c'est-à-dire que quand le processus interleave va chercher à lire une donnée, après un certain temps, si aucun jeton n'était disponible, eh bien, il va faire un timeout et automatiquement, il passera à son autre entrée pour vérifier si un token est disponible. Si je remets les mêmes jetons de données que tout à l'heure sur ce processus, 6, 2, 1, 5, 3, et que je l'exécute, eh bien, il va consommer les jetons dans le même ordre pour commencer, 6, puis 5, il va ensuite tenter de faire une lecture sur le port A, il n'y aura pas de données, il va donc arriver sur le timeout et il va aller consommer le token qui se trouve sur l'entrée B. D'accord? Pour l'instant, je n'ai toujours pas mis en évidence le non-déterminisme. Le non-déterminisme, voici ce qui va me permettre de le mettre en évidence. Je vais cette fois-ci donner les mêmes entrées à mon processus interleave, mais je vais d'abord donner une première série de 3 jetons, et un peu plus tard, je donnerai d'autres jetons. Je donnerai les 2 jetons qui manquent. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais consommer mes 2 premiers jetons, puis je vais essayer de consommer un jeton sur mon entrée A, il n'y en a pas d'autre, donc je vais arriver à mon timeout, et consommer le jeton suivant sur mon entrée B. Ensuite seulement, je mets à disposition les 2 jetons suivants, et je vais donc les consommer l'un puis l'autre. Et là, on se retrouve dans un cas de figure dans lequel, entre la slide précédente et celle-ci, j'avais les mêmes jetons en entrée, présents dans le même ordre, c'est-à-dire que j'avais donné les mêmes entrées à mon programme, mais à cause de ce système de timeout, le résultat que je produis est différent, puisque les jetons que je donne en sortie ne sont pas dans le même ordre. Et donc, j'ai perdu mon déterminisme, les mêmes entrées ne m'amènent pas aux mêmes sorties.
Alors, le déterminisme, c'est une des propriétés des modèles Dataflow. Et on a vu que là, j'avais deux modèles Dataflow, le KPN et le DPN, qui sont deux modèles très similaires, mais avec une toute petite modification des règles d'exécution. Je vais avoir un des deux modèles qui est déterministe et l'autre qui ne l'est pas. Des modèles Dataflow, il en existe plein d'autres, on va en voir quelques-uns, et ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement les règles d'exécution de ces différents modèles Dataflow, mais leurs propriétés. Donc, comme on vient de le dire, le modèle KPN et DPN sont deux modèles qu'on va appeler des modèles dynamiques. Alors, des modèles dynamiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas possible, à la compilation, en regardant l'application, de déterminer une séquence d'exécution des processus qui me permettent d'exécuter indéfiniment mon programme. Si on reprend l'exemple du sort et du interleave, eh bien, je ne peux pas, par exemple, dire que je vais d'abord exécuter une fois sort, puis une fois interleave, puis une fois sort, puis une fois interleave, comme ça, de manière indéfinie, et que cela fonctionnera pour n'importe quelle séquence de jetons. Imaginons que je ne présente que des jetons de valeur paire à mon programme, eh bien, mon modèle KPN, dès la deuxième itération de mon graphe, donc je vais faire sort, interleave, et là, il sera bloqué, puisqu'il n'aura pas les bonnes données pour pouvoir continuer à s'exécuter. C'est pareil pour le DPN. Donc, je ne peux pas, a priori, en regardant mon graphe d'application et le code de mes acteurs, je ne peux pas donner une séquence d'exécution fixe que je pourrais exécuter indéfiniment à la compilation. Je suis obligé dynamiquement, au moment où j'exécute mon programme, je suis obligé de regarder quel est le prochain acteur qui a suffisamment de données disponibles pour pouvoir s'exécuter. Il existe des modèles qui ne sont pas dynamiques. En voici un, c'est le modèle Synchronous Dataflow. Alors, le modèle Synchronous Dataflow nous intéresse particulièrement puisque c'est celui que l'on utilisera durant les TP. Alors, dans ce modèle, on a également des acteurs avec des ports de données d'entrée et de sortie, mais la différence principale avec les modèles précédents, c'est que chaque port de données d'entrée ou de sortie est associé à un nombre entier, que je vais représenter sur mon graphe. Ce nombre entier spécifie le nombre de jetons qui seront produits ou consommés à chaque exécution de mon acteur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais exécuter, dans cet exemple, l'acteur C, eh bien, il produira une donnée et il en consommera une sur chacune de ces deux entrées. L'acteur D, lui, va consommer deux données sur son entrée, deux jetons sur son entrée, et il en produira une sur sa sortie. On retrouve également les FIFO pour transférer ces données d'un acteur à l'autre. Il existe également ce qu'on appelle des délais, qui sont représentés par des points sur les FIFO, qui représentent des jetons de données qui existent déjà à la création, à l'initialisation de mon graphe. Alors, ce modèle statique a des défauts. Son premier défaut, c'est que il ne peut pas être utilisé pour modéliser n'importe quelle application. Pourquoi? Eh bien, typiquement, l'acteur qui faisait le sort tout à l'heure, et qui consommait une fois un token sur son entrée A, une fois un token sur son entrée B, eh bien cet acteur ne peut pas être modélisé dans le modèle Dataflow, puisque à chaque exécution, un acteur Dataflow doit obligatoirement consommer et produire le même nombre de jetons sur toutes ses entrées et toutes ses sorties. Enfin, un nombre fixe par entrée et un nombre fixe par sortie. En revanche, l'avantage de ce modèle, eh bien, c'est que ce modèle statique, il est possible de trouver à la compilation une séquence d'exécution des acteurs que l'on va pouvoir répéter indéfiniment et qui me permettra d'exécuter mon application quelles que soient les valeurs des jetons que j'ai en entrée. Pourquoi c'est très intéressant? Eh bien parce que ça veut dire que cette séquence d'exécution, je vais pouvoir la chercher à la compilation et l'exécuter uniquement à l'exécution. Donc, je n'aurai pas besoin d'un petit programme qui, au runtime, va décider de quel est le prochain acteur à exécuter. Et l'autre avantage, c'est que, puisque je suis capable de trouver comme ça une séquence d'exécution d'acteurs que je vais répéter indéfiniment, je peux aussi garantir à la compilation que mon programme ne bloquera jamais, et je peux également allouer de la mémoire en sachant exactement la quantité de mémoire nécessaire pour exécuter mon programme indéfiniment. Alors, voyons à quoi ça ressemble une exécution d'un graph Dataflow. Ici, l'exécution, elle va être data-driven, c'est-à-dire que ce sont la disponibilité des jetons de données qui vont me permettre de décider de lancer l'exécution d'un acteur. Donc ici, j'ai l'acteur A et l'acteur B qui n'attendent pas de jetons de données puisqu'ils n'ont pas d'entrée. Ce sont donc les deux premiers acteurs que je vais pouvoir exécuter.
J'exécute l'acteur A en premier, il produit 2 jetons. Je vais ensuite exécuter l'acteur B qui va également produire 2 jetons. J'ai maintenant suffisamment de jetons disponibles pour lancer une exécution de l'acteur C. Je vais donc consommer un jeton sur chacune de mes entrées, l'exécuter une première fois, puis répéter l'opération puisque des jetons étaient encore disponibles, et exécuter une deuxième fois l'acteur C. Ces deux exécutions de l'acteur C auront produit suffisamment de jetons pour exécuter l'acteur D, qui va lui-même produire suffisamment de jetons pour exécuter l'acteur E. On a donc ici terminé ce qu'on appelle une itération du graph dataflow. Une itération du graph dataflow, c'est quand chaque acteur a été exécuté au moins une fois, et que le graphe est revenu dans son état initial. Là, l'état initial, c'était un état dans lequel il n'y avait aucun jeton de données sur aucune des FIFO, et c'est à nouveau le cas maintenant, donc je vais pouvoir recommencer à exécuter mon graphe en exécutant l'acteur A, puis l'acteur B, puis 2 fois l'acteur C, puis l'acteur D, puis l'acteur E, etc., etc. Et donc, j'ai de cette manière-là trouvé une séquence d'exécution des acteurs de mon graphe que je peux répéter indéfiniment et qui me permettra d'exécuter mon graphe indéfiniment. Alors, ce qui nous intéresse dans ce cours quand même, c'est le parallélisme. Eh bien, ça tombe bien parce que le modèle Dataflow, Synchronous Dataflow, a 4 formes de parallélisme. Il supporte 4 formes de parallélisme. La première forme de parallélisme qui est supportée, c'est le parallélisme de tâches. Le parallélisme de tâches, c'est le plus évident à voir quand on regarde le graphe. C'est celui qui va concerner l'acteur A et B. Quand on regarde le graphe, on voit que l'acteur A et B ne sont liés par aucune FIFO, c'est-à-dire qu'ils ne produisent l'un vers l'autre aucune donnée. Il n'y a aucun chemin de données qui va de A vers B. Et donc, puisque ces deux acteurs n'ont pas de données qui vont de l'un vers l'autre, et bien du coup, ils peuvent s'exécuter en parallèle sur 2 corps différents, ce que j'ai représenté en bas dans ma slide. La deuxième forme de parallélisme, c'est le data parallélisme. Alors, le data parallélisme, c'est celui qui va concerner l'acteur C. Effectivement, les 2 exécutions de l'acteur C peuvent se faire en parallèle. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'acteur A et l'acteur B, quand ils s'exécutent, produisent suffisamment de données pour que l'acteur C puisse s'exécuter 2 fois. Il y a une notion en Synchronous Dataflow qui est essentielle, c'est le fait qu'un acteur n'a pas d'état. Un acteur n'a pas d'état, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une exécution à l'autre d'un même acteur, ici l'acteur C, eh bien, je ne peux pas conserver de manière opaque des données à l'intérieur de mon acteur. C'est-à-dire que quand j'ai exécuté l'acteur C une première fois, je ne peux pas garder à l'intérieur de mon acteur C une variable interne que je vais réutiliser dans ma deuxième exécution de mon acteur C. Ça, c'est interdit. De ce fait, puisque c'est interdit, cela veut dire que les sorties produites par un acteur ne dépendent que de ses entrées. Elles ne peuvent pas dépendre d'un état interne puisqu'il n'y en a pas. Et donc, puisque les sorties d'un état ne dépendent que de ses entrées, si j'ai suffisamment d'entrées pour un acteur pour lancer plusieurs exécutions de cet acteur, eh bien ces exécutions peuvent être effectuées en parallèle les unes des autres, puisque je n'ai pas besoin d'attendre que la première exécution d'un acteur soit terminée pour lancer la seconde, puisqu'il n'y a pas d'état résultant de la première exécution qui pourrait être utilisé dans la seconde. Et donc grâce à ça, si j'ai suffisamment de données, je vais pouvoir lancer plusieurs exécutions d'un acteur en parallèle. En l'occurrence ici, l'acteur C peut s'exécuter 2 fois en parallèle. La seule chose à laquelle il faut que je fasse attention, c'est à ce que les données produites par l'acteur C eh bien, soient stockées dans sa FIFO en sortie dans l'ordre correspondant aux données qui étaient disponibles sur ses entrées. C'est-à-dire que les 2 premiers tokens qui ont été consommés par l'acteur C, par la première exécution de l'acteur C, doivent donner lieu à un premier token disponible dans sa FIFO en sortie. Ensuite, on a le pipeline. Le pipeline, ou pipeline, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la possibilité de commencer à exécuter la deuxième itération du graphe avant même que la première soit terminée. Ça se représente en mettant dans mon graphe des délais, donc ici par exemple, en plaçant des jetons à l'initialisation du graphe dans la FIFO entre l'acteur C et l'acteur D, eh bien, je permets à l'acteur D de commencer son exécution en même temps que l'acteur A et B. Donc là, je l'ai représenté à partir de la deuxième exécution de mon graphe, à partir de la deuxième itération,
En bleu, j'ai représenté les acteurs qui correspondent à la deuxième itération de mon graphe, et on voit que en même temps que l'exécution de l'acteur D et E de la première itération de mon graphe, en gris, eh bien je peux déjà commencer en parallèle sur le cœur 1 et 2 à exécuter l'acteur A et l'acteur B de l'itération suivante. La dernière forme de parallélisme, c'est le parallélisme interne. Le parallélisme interne, c'est quand un seul acteur peut utiliser plusieurs cœurs pour son exécution. Dans cet exemple, j'ai choisi de faire en sorte que l'acteur D utilise en même temps le cœur 2 et le cœur 3 pour s'exécuter. C'est la forme de parallélisme la moins courante dans les modèles Dataflow, et vous ne l'utiliserez pas en TP. Alors, il existe encore plein d'autres modèles Dataflow. Les différences entre ces modèles Dataflow, je l'ai déjà mentionné, c'est leurs règles d'exécution, mais les différences intéressantes, ce sont leurs propriétés. Comme je l'ai déjà mentionné en conclusion du cours sur les modèles de calcul, quand on va appréhender un modèle de calcul, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la façon dont ce modèle de calcul fonctionne, mais plutôt les propriétés qu'il supporte. On a déjà vu un certain nombre de propriétés, dont le déterminisme et le côté statique ou dynamique, mais il en existe d'autres. Par exemple, la decidability. La decidability, c'est est-ce que, à partir d'un graphe donné, d'une application Dataflow, est-ce que je suis capable de déterminer si ce graphe est schedulable ou pas à la compilation. Par exemple, dans un graphe Synchronous Dataflow, si je mets des taux de production-consommation qui sont incompatibles, eh bien, je vais pouvoir le déterminer à la compilation et déterminer que mon graphe n'est pas correct et donc n'est pas schedulable. Le déterminisme, on en a déjà parlé, mêmes entrées égale mêmes sorties. La compositionnalité, c'est quand on a un modèle hiérarchique. Traditionnellement, dans les modèles Dataflow, chaque acteur est associé à un morceau de code, C typiquement, qui spécifie le comportement de cet acteur. Mais il existe aussi des modèles hiérarchiques, c'est-à-dire des modèles dans lesquels le comportement d'un acteur donné va lui-même être spécifié via un autre graphe Dataflow. Dans ces cas-là, on va parler de hiérarchie, et on va parler de compositionnalité quand les propriétés d'un graphe sont indépendantes des propriétés des sous-graphes. Donc par exemple, on va pouvoir calculer le nombre d'exécutions de chaque acteur dans un graphe donné, de top niveau, indépendamment de graphes hiérarchiques de ces sous-acteurs. La reconfigurabilité, eh bien, c'est ce qui va me permettre de changer dynamiquement le nombre de jetons consommés et produits par un acteur Dataflow de mon application. Typiquement, le modèle DPN et KPN sont reconfigurables, le modèle SDF, lui, ne l'est pas. La prédictabilité. Alors, c'est une propriété qui se réfère directement à la reconfigurabilité. La prédictabilité, c'est combien de temps à l'avance je vais connaître le nombre de jetons consommés ou produits par un acteur Dataflow. Dans le DPN et dans le KPN, typiquement, je vais connaître le nombre de jetons produits et consommés en même temps que j'exécute mon acteur. Dans le modèle SDF, je vais connaître le nombre de jetons que je produis et que je consomme à la compilation, et il existe des niveaux intermédiaires. La conciseness ou la succinctness, eh bien, c'est tout simplement à quel point une application peut être représentée avec un graphe petit. Certains modèles de calcul Dataflow sont très concis, c'est-à-dire qu'une application va pouvoir être représentée avec un très petit nombre d'acteurs, alors qu'avec d'autres modèles, eh bien, la même application va être représentée par une dizaine ou une centaine d'acteurs. L'analysabilité du modèle, c'est la disponibilité d'analyses mathématiques pour vérifier certaines propriétés du modèle, comme par exemple la latence d'exécution d'une application donnée, ou la quantité de mémoire nécessaire pour supporter son exécution. Certains modèles de calcul Dataflow sont disponibles avec un grand nombre d'outils mathématiques qui permettent de caractériser leur latence ou leur mémoire. D'autres sont disponibles avec beaucoup moins d'outils d'analyse pour garantir leurs propriétés. L'expressivité, eh bien, c'est le type d'application qui va pouvoir être représenté avec un modèle Dataflow. Typiquement, le modèle DPN et KPN sont des modèles qu'on appelle Turing Complete, c'est-à-dire ce sont des modèles qui sont équivalents à une machine du Turing. Le modèle SDF, lui, ne l'est pas, c'est-à-dire qu'un modèle SDF n'est pas un modèle de calcul équivalent à une machine de Turing, il ne permet pas de représenter n'importe quel programme qui pourrait, lui, être représenté par une machine de Turing.
Donc pour terminer sur ces aspects-là, voici un tableau que je ne vous demande évidemment pas d'apprendre, ni même véritablement de comprendre. C'est un tableau dans lequel chaque colonne correspond à un modèle dataflow donné qui existe sur le marché. Et pour chacun de ces modèles dataflow, j'ai sur chaque ligne des propriétés qui sont supportées ou pas par chacun des modèles. Donc si j'ai une croix à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, cela indique que le modèle dataflow de la colonne supporte la propriété de la ligne courante. Et donc, ce que me dit ce tableau, c'est qu'il existe de nombreux modèles dataflow et qu'en fonction de mes besoins, en fonction de l'application que je suis en train de développer, eh bien, je vais savoir les propriétés qui m'intéressent. Par exemple, je suis en train de designer un système temps réel critique dans lequel j'ai besoin d'avoir un déterminisme très fort et des temps très très bien respectés. Eh bien, je vais plutôt choisir un modèle qui est déterministe et dans lequel je vais avoir des outils d'analyse qui me permettent de garantir le temps d'exécution. Dans une même application donnée, on peut avoir besoin de différents types de modèles dataflow. Ici, je vous présente un schéma bloc qui correspond à une sous-partie d'un programme de station de base pour les télécommunications 4G. Et dans cette partie-là, dans cette application, j'ai certaines parties qui sont statiques et qui donc pourraient être représentées avec un modèle dataflow synchronous dataflow, et d'autres parties qui, elles, sont paramétrées, ou dynamiques en tout cas, et qui donc vont devoir utiliser des modèles dataflow plus dynamiques que le synchronous dataflow. Pour terminer sur cet aspect modèle de calcul flux de données, je vais brièvement vous parler de framework dataflow. Il en existe un certain nombre qui sont disponibles. Le plus ancien d'entre eux, c'est Ptolemy. Donc c'est un framework de développement avec des modèles de calcul flux de données. Ptolemy, il a été développé par l'université californienne de Berkeley, et c'est le premier véritable outil open source qui permet de manipuler des modèles dataflow. Et il supporte de nombreux modèles dataflow, dont le DPN et le SDF que l'on a vu dans les slides. Un autre outil développé par l'Université du Maryland, c'est le Lightweight Dataflow Environment. Donc là, il s'appuie plutôt de templates de programmation en langage C qui vous disent, eh bien, si vous voulez représenter un graphe dataflow SDF, eh bien, voilà le code C, la façon dont il faut l'écrire pour que cela fonctionne. Silexica, c'est une start-up allemande qui est issue des travaux de recherche de l'université de Aachen, donc Aix-la-Chapelle, oui c'est ça, et c'est un outil qui supporte le modèle KPN et le langage C, et qui supporte des architectures embarquées telles que les processeurs de traitement de signal C66-6618 de Texas Instruments. Syndex est un outil français qui a été développé par l'INRIA et qui se base sur un modèle dataflow qui est proche du synchronous dataflow. C'est un outil qui est similaire à l'outil Prism que vous utiliserez en TP, mais qui a le défaut d'avoir un code source qui n'est pas ouvert. CAF est un langage qui est développé, un langage dataflow, qui est développé par l'Institut Pascal à Clermont-Ferrand, et son objectif principal, lui, est de spécifier des systèmes qui seront après déployés en matériel, c'est-à-dire en hardware sur FPGA. SDF for Free est un outil de développement dataflow qui est plutôt un outil d'analyse, c'est-à-dire que c'est un outil qui va nous permettre de modéliser des applications et qui va fournir tout un tas d'outils mathématiques pour caractériser les propriétés de ces applications. Canals, un autre outil dataflow de l'Åbo Academy en Finlande, et enfin Access Core Studio de la compagnie Calray, qui est donc un outil industriel qui intègre des modèles dataflow pour pouvoir programmer des architectures Mainicker avec 256 cœurs. Voici une tentative de représenter les différents modèles dans une carte cognitive. On a ici donc deux axes. L'un va des High Performance Computing au Embedded System, et l'axe des ordonnées va de la déduction du parallélisme des modèles de calcul avec à l'opposé l'extraction du parallélisme du code, et vous voyez que les différents langages et différents outils de programmation sont mappés sur cette map. Ceci nous amène à la fin de ce cours numéro 2, plus technique sur la programmation parallèle. L'ensemble des éléments que vous avez vus dans ce cours, PSRED, OpenMP
et les modèles Dataflow seront vus dans la série de TP qui correspondent à ce module et seront mis en pratique également dans le projet pour les étudiants en E2I. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouverai pour le troisième cours pendant lequel on s'intéressera aux éléments qui composent les architectures parallèles. Merci pour votre attention.